Bonjour à tous, on va commencer tout de suite dès que Arnaud se sera connecté, puisqu'il apparaissait avec 3 connexions. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à nous transmettre vos souhaits de sujets en matière de droit international privé, puisqu'on continue à programmer des matières. Voilà, voilà, il arrive. Parfait. Non, c'est pas grave. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Voilà, c'est pas grave. Vous apparaissez plus 3 fois, mais 2 fois. Mais c'est pas grave. On va continuer. À mon avis, il y a une double connexion parce que vous avez votre téléphone sans doute et l'infrastructure du cabinet ou de l'UNIF. C'est pas grave, hein. Non, mais Moi, ça me pose aucun souci. De toute façon, je vais vous laisser prendre la parole. Avant ça, donc ce que je disais, c'est que la commission, donc on est ravis du nombre de participants, bien qu'il reste encore une bonne partie qui doit se connecter. Donc, la commission de droit international privé du barreau de Bruxelles a comme mission, en tout cas, d'organiser des formations en matière de DIP sur des sujets qui peuvent intéresser donc notre profession et les avocats. On est d'ailleurs ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le sujet que vous avez choisi. Mais donc, je disais aux participants, n'hésitez pas, si vous avez une matière, parce qu'on en a déjà beaucoup fait, si vous avez une matière de prédilection que vous souhaitez voir abordée ou si vous souhaitez rejoindre notre commission, vous êtes bien entendu les bienvenus. Il n'y a pas de laissez-passer particulier, tout le monde est le bienvenu. Alors aujourd'hui, on est super content d'accueillir Arnaud Neutz, qui est donc avocat associé au département de contentieux d'arbitrage du cabinet Lidkerk, Wolters, Walbroek et Kirkpatrick, et qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, où il enseigne le droit international privé, le contentieux, les arbitrages internationaux et les contrats internationaux. Il est également l'auteur de nombreuses publications dans les revues belges et internationales. Vous avez été chargé par la Commission européenne de coordonner une étude sur les règles internes de compétences internationales des 27 États. Vous êtes intervenu comme expert auprès du Parlement européen. Et voilà, on pourrait continuer des heures, mais donc on est ravis de vous avoir aujourd'hui sur le sujet de la protection du consommateur en droit international privé. Et je vous laisse la parole et je disparais immédiatement. Bon webinaire. merci beaucoup. D'abord, bienvenue à tous donc à cette séance de formation consacrée à la protection du consommateur en droit international privé. Je tiens à commencer cette intervention en remerciant très vivement notre confrère Maître Vinciane Gillet pour son dynamisme dans la présidence de la Commission de droit international privé du barreau de Bruxelles. Et pour aussi avoir eu la gentillesse de m'inviter à intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette séance de formation. Alors, l'organisation de cette séance sera la suivante. Je vais commencer par essayer de synthétiser la situation aujourd'hui, en 2023, concernant la protection du consommateur en droit international privé. C'est une matière très vivante qui fait l'objet d'une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l'Union européenne. Et on va examiner les principaux arrêts de la Cour, surtout en mettant l'accent sur les décisions plus récentes qui viennent préciser le régime de cette protection donc, en droit international privé du consommateur. Donc, cette synthèse de l'actualité de la matière prendra une bonne heure, peut-être une heure et quart, quelque chose comme ça. On verra bien comment on avance. Et ensuite, conformément à la pratique et aux suggestions de Maître Gillet,
Cette synthèse sera suivie d'une séance de questions-réponses et vous pourrez donc poser toutes les questions que vous souhaitez. À ce moment-là, je vous inviterai peut-être à poser vos questions soit par écrit, soit par audio-vidéo. Donc, je vais commencer par la synthèse du régime de protection des consommateurs en droit international privé positif. Donc, l'hypothèse, c'est laquelle? L'hypothèse, c'est celle d'un consommateur qui conclut un contrat pour l'achat de biens ou de services dans une situation internationale. Donc, la situation présente un élément d'extranéité, comme on dit en droit international privé, c'est-à-dire un élément étranger. Donc, la situation présente des liens avec plus d'un État. Alors, historiquement, lorsqu'on remonte à disons, 15 ans, 20 ans, les contrats de consommation internationaux n'étaient pas très fréquents. Parce que généralement, le consommateur, quand il conclut un contrat pour satisfaire à ses besoins de consommation privée, eh bien, il conclut un contrat localement auprès des fournisseurs de biens ou de services de l'État où il était établi. Donc, les contrats de consommation, historiquement, avaient tendance à être très locaux, en tout cas dans la majorité des cas, même s'il y a toujours eu évidemment des situations internationales. Mais les situations internationales se sont évidemment démultipliées avec le développement de l'Internet, avec le développement des contrats et des offres qui sont disponibles en ligne, avec les offres de biens et de services en ligne, qui permettent à des consommateurs d'acheter des biens ou des services ou de commander des services alors que le fournisseur du bien ou du service est éloigné du consommateur. Donc le contrat, il peut se situer, si vous voulez, dans la vieille économie, à l'ancienne, ou il peut se situer en ligne sur Internet. Donc ce qui nous intéresse, c'est la protection du consommateur dans ce type de contrats qui peuvent être extrêmement divers. Il y a une grande diversité de situations qui peuvent impliquer un consommateur qui conclut un contrat en ligne. Je vais prendre quelques exemples. Imaginez de manière toute simple un consommateur qui réserve un séjour de vacances à l'étranger, que ce soit sur Internet ou auprès d'un agent local dans l'État où il est établi. Vous pouvez imaginer un consommateur qui commande des produits de consommation, donc un ordinateur, une tablette, un téléphone, une collection de timbres, que sais-je, n'importe quel bien de consommation, auprès d'un fournisseur établi dans un autre État. Et à nouveau, cette commande peut être faite soit par des vieilles méthodes de communication comme une commande par écrit. Ça peut être par téléphone, ça peut être par Internet en ligne ou par email, peu importe. On peut imaginer un internaute qui prend un abonnement Netflix pour accéder à du contenu audiovisuel en ligne. Un internaute qui participe en ligne à des jeux et paris. On va voir que ça fait écho à une décision récente de la Cour de justice. On peut imaginer tout simplement la personne qui va sur Internet pour ouvrir un compte Facebook ou un compte Instagram ou TikTok, peu importe. Donc n'importe quel type de contrat qui est conclu par un consommateur et qui présente des liens de rattachement avec plus d'un État. Le contrat n'est donc pas purement interne à l'État où est établi le consommateur. Alors, un litige peut survenir concernant ce contrat. Ça peut être un litige concernant, par exemple, le paiement ou le non-paiement des produits et des services commandés par le consommateur. Ça peut être un litige concernant la qualité des produits de consommation qui ont été livrés. L'aspirateur ne fonctionne pas, le téléphone reçu est défectueux, la collection de timbres ne correspond pas à ce qui était indiqué, les timbres sont faux, que sais-je. Ça peut être donc la qualité du produit, ça peut être la qualité du service, ça peut être aussi parce que le consommateur estime que ces données à caractère personnel
ont été traités de manière illégale et contraire au droit européen par le co-contractant, donc de manière contraire au GDPR, donc toutes sortes de litiges quelconques de la consommation. Alors, la question qu'on examine dans le cadre de cette séance de formation, ce n'est pas celle de fond de protection du consommateur, mais c'est la question de la protection du consommateur en droit international privé. De manière classique, ça recouvre donc 3 questions qu'on va examiner dans le cadre de cette séance. La première, c'est celle de la compétence internationale. Quel est le juge compétent internationalement pour connaître du litige? Peu importe qui commence l'action en justice, ça peut être le consommateur, mais ça peut être aussi le professionnel, par exemple pour le non-paiement des biens ou des services. Ensuite, c'est la question de la loi applicable, une fois que le juge s'est déclaré compétent. Et enfin, lorsque le juge a rendu une décision, c'est la question de la reconnaissance et de l'exécution du jugement, donc les 3 questions classiques de droit international privé. Alors, commençons par préciser quelles sont les sources juridiques applicables en la matière. Comme vous le savez probablement, le droit international privé, donc les règles de conflit de juridiction et de conflit de loi, ont été très, très largement unifiées, harmonisées par le droit européen. Donc, aujourd'hui, ce sont les sources européennes qui sont pertinentes, en ce compris, en particulier, dans le domaine de la protection des consommateurs. Alors, pour ce qui est de la compétence internationale et de l'effet des jugements, l'instrument qui domine la matière, c'est le règlement dit Bruxelles 1 bis, qui est le règlement sur la compétence et l'effet des jugements en matière civile et commerciale. Ce règlement Bruxelles 1 bis est entré en vigueur en 2015. Il remplace un règlement dit Bruxelles 1 qui s'appliquait depuis 2000. Et ce règlement lui-même remplace la vieille Convention de Bruxelles de 1968. Donc, on a un régime qui comportait déjà un régime de protection des consommateurs qui a un peu évolué dans les textes, surtout en 2000, il y a eu des modifications sur lesquelles je vais revenir qui ont été introduites dans le texte. Mais en tout cas, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on a une protection du consommateur en droit international privé européen. Et donc, un corpus jurisprudentiel très riche sur ces règles qui sont aujourd'hui dans le règlement Bruxelles 1 bis. Alors, pour ce qui est de la loi applicable, le texte pertinent, c'est un règlement dit Rome 1 sur la loi applicable en matière contractuelle qui s'applique aussi aux contrats donc conclus par le consommateur. Il faut aussi tenir compte d'autres instruments complémentaires dont je vais parler. Il y a le GDPR, donc le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Il y a aussi une directive récente sur les actions dites représentatives. Et on peut aussi parler d'un règlement spécifique sur le règlement un règlement européen sur le règlement des petits litiges de la consommation. Alors, d'abord, voyons quelle est l'approche générale du droit européen dans cette matière. Quelle est l'approche générale retenue par le législateur européen pour assurer la protection du consommateur. Donc l'idée de base, c'est que le consommateur est une partie réputée faible dans la relation contractuelle vis-à-vis de son co-contractant. Et cette situation de faiblesse réputée implique non seulement la protection sur base des règles de fond qui le visent à le protéger, mais aussi une protection en droit international privé. Et l'idée, c'est qu'il faut faire bénéficier le consommateur de la protection par la saisine d'un juge qui est proche de lui. Ça, c'est sous l'angle de la compétence. Le juge qui est considéré comme protecteur du consommateur en droit international privé, c'est le juge qui est proche du consommateur. Il s'agit de permettre au consommateur de saisir un juge proche de lui et de lui garantir de ne pas être assigné ailleurs, à l'autre bout de l'Europe. Ça, c'est sous l'angle de la compétence.
Et puis, sous l'angle de la loi applicable, il s'agit d'assurer au consommateur qu'il bénéficiera du régime de protection impératif de l'endroit où il vit, de l'endroit où il a établi sa résidence habituelle. Ça, c'est l'idée. Donc, l'idée générale de proximité. Proximité du consommateur avec son juge et proximité du consommateur avec la loi qui va le protéger. Cette protection, qui est prévue tant dans le règlement Bruxelles 1 bis que dans le règlement Rome 1, présente dans les deux cas un caractère impératif. Il y a une impérativité de la protection en droit international privé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la clause contractuelle qui dérogerait à cette protection aurait des effets limités. Elle a des effets délimités. On voit ici une dérogation au principe d'autonomie de la volonté qui prévaut de manière générale en matière contractuelle. Ça veut dire qu'il faut distinguer clairement en droit européen la relation business to consumer, la relation entre un business et un consommateur, et la relation B2B, business to business. Le régime en droit international privé est totalement différent. Et donc, on va s'intéresser au régime B2C, business to consumer, la relation avec le consommateur. Alors, en vue de pouvoir bénéficier de cette protection en droit international privé, telle que je viens de la synthétiser, et qu'on va approfondir un peu plus tard, il y a une condition préalable à remplir. Condition préalable qui est la même dans le règlement Bruxelles 1 bis et dans le règlement Rome 1. Dans les deux instruments, il faut, pour pouvoir bénéficier de cette protection, pouvoir revendiquer être un consommateur passif. Pour le moment, je vais le définir comme ça, on va approfondir cette notion, mais il faut être un consommateur passif. Il y a donc deux éléments, si vous voulez, il y a d'abord être un consommateur, et puis être un consommateur passif. Premièrement, le consommateur. C'est quoi un consommateur pour les besoins de la règle de droit international privé? Il y a une définition spécifique du consommateur dans les règlements Bruxelles 1 bis et Rome 1. Et la notion même de consommateur n'est pas nécessairement la même que celle qui vaut dans les instruments de droit substantiel du droit européen sur la protection du consommateur. Dans les deux instruments, un consommateur est défini comme une personne qui conclut un contrat pour, je cite, un usage étranger à son activité professionnelle. Donc, ou bien c'est professionnel, ou bien l'usage, c'est l'usage du contrat qui compte, ou bien l'usage du contrat est étranger à l'activité professionnelle, et alors on est un consommateur, ou bien il est lié à une activité professionnelle, et alors on n'est pas un consommateur. Donc, en creux, évidemment, par opposition à l'usage professionnel, il y a l'usage privé, donc l'usage pour des besoins, si vous voulez, de consommation privée, comme l'a dit la Cour de justice. Alors, il y a certainement une vingtaine, plus de 20 arrêts de la Cour de justice qui ont été rendus sur ce régime de la protection du consommateur, et un certain nombre de ces arrêts concernent la notion même de consommateur. Il y a un arrêt qui fixe les principes de base de la matière qu'on va approfondir, qui est l'arrêt Schrems contre Facebook, rendu en 2018. Alors, vous avez peut-être entendu parler ou pas de ce monsieur Schrems, qui s'appelle en fait Maximilien Schrems. Il est célèbre non seulement, enfin moins, je dirais, pour l'affaire dont je vais vous parler, que pour d'autres procédures qu'il a introduites en justice visant à contester le transfert des données à caractère personnel de l'Union européenne vers les États-Unis. C'est lui qui a ébranlé tout le système de transfert des données à caractère personnel vers les États-Unis en parvenant 2 fois à faire déclarer ces transferts illégaux par la Cour de justice. Mais il est aussi intervenu sous l'angle du droit privé, du droit international privé. Pour la petite histoire, Maximilien Schrems, c'est au moment où il avait introduit en tout cas cette section, il était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais en tout cas, il était étudiant en droit en Autriche.
Et dans le cas de ça, alors qu'il était encore étudiant, il a commencé à se passionner pour la question de la protection des données à caractère personnel et il a vraiment lancé une croisade visant à assurer la protection des données personnelles, croisade qu'il a menée contre notamment Facebook, mais aussi d'autres sociétés qui brassent des données à caractère personnel sur une base absolument gigantesque. Ce qui se passe dans cette affaire, donc cet arrêt qui a été rendu en 2018, c'est que Schrems, comme il est expliqué par la Cour de justice, avait ouvert un compte Facebook. Il avait ouvert un compte Facebook à titre personnel. Donc à l'époque, c'était évidemment le réseau social le plus utilisé par les jeunes. C'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Ce sont d'autres réseaux sociaux qui ont pris le dessus. Mais à l'époque, donc, c'est à plus 7-8 ans, Schrems avait ouvert son compte Facebook pour des besoins purement privés. Donc c'est important, il avait ouvert un compte Facebook et quand on ouvre un compte Facebook, on conclut un contrat avec Facebook. On est amené à cliquer sur l'acceptation de la conclusion d'un contrat. Et il utilisait Facebook à l'origine purement pour des besoins privés. C'est bien établi, il partageait des photos avec ses amis, il utilisait de manière purement personnelle un compte Facebook. Ensuite, plusieurs années plus tard, quand il avait commencé sa croisade en vue de la protection des données, il avait commencé à utiliser Facebook à d'autres fins, et notamment il faisait la promotion de sa campagne de défense, de protection des données à caractère personnel. Et sur son compte Facebook, il faisait la publicité du livre qu'il avait écrit. Il a écrit un livre, Schrems, qui s'appelle « Fight for your data », battez-vous pour vos données, et on pouvait commander son livre sur le compte Facebook. Il faisait la publicité des conférences qu'il donnait dans ce domaine. Et puis aussi, sur son compte Facebook, il invitait les internautes, donc d'autres utilisateurs Facebook, à remplir un petit formulaire par lequel ces autres utilisateurs de Facebook cédaient leur droit à l'indemnisation pour l'atteinte à leurs données à caractère personnel. Donc, il essayait de centraliser des demandes d'autres internautes utilisateurs de Facebook pour l'utilisation, pour la violation de leurs données à caractère personnel. Et ensuite, il a introduit une action en justice, Schrems, devant les tribunaux autrichiens. Donc, il était autrichien, il a introduit l'action devant son propre juge, comme le permet la protection en matière de consommation, comme je l'ai dit. Et il avait assigné Facebook Irlande, la société irlandaise de Facebook étant la principale société de Facebook qui gère pour l'Europe l'activité de Facebook. Et la question qui s'est posée en l'espèce, c'était de savoir si Schrems pouvait bénéficier du fort protecteur et qu'il pouvait agir chez lui devant son propre fort contre Facebook Irlande. Et dans cet arrêt, la Cour de justice a réglé toute une série de questions. Elle a décidé que donc, ce qu'il fallait vérifier, c'était l'usage qui était fait du contrat. Elle a décidé que la notion donc, de consommation, de contrat de consommation se définissait par rapport à un contrat en particulier, plutôt que par rapport à la personne. Donc une même personne, dit la Cour de justice, qui est logique, mais voilà, la Cour le précise, une même personne peut être un consommateur et un professionnel selon le contrat en cause. Un avocat, par exemple, lorsqu'il commande des biens ou des services pour l'exercice de sa profession d'avocat, eh bien, n'est pas un consommateur, mais il peut aussi être un consommateur lorsqu'il commande des biens ou des services à titre privé par ailleurs. La Cour de justice précise aussi dans l'arrêt Schrems que l'évolution, que l'usage d'un contrat peut évoluer dans le temps et n'est pas fixé une fois pour toutes. Et ça, c'était une grande victoire pour Schrems qui établit que peu importe, c'était une grande victoire pour
pour Facebook. Schrems disait l'inverse. Schrems disait la qualification d'usage est cristallisée une fois pour toutes au début. Et donc, comme j'étais un consommateur au début, je reste un consommateur nécessairement. Et Facebook disait non, non, non. Si l'usage change, eh bien, vous pouvez perdre la protection que vous aviez antérieurement. Et ça, la Cour de justice dit oui. Donc, il faut voir l'usage au moment de l'introduction du contrat. Donc, il peut y avoir une évolution de l'usage. La Cour de justice précise aussi que la qualification de consommateur ne dépend pas de la, là c'est plutôt une victoire de Schrems cette fois-ci, ne dépend pas de la connaissance que la personne en cause dispose. Ici, il est établi que finalement, Schrems avait une grande connaissance de la question de la protection du consommateur et des biens ou des services qu'il utilisait auprès de Facebook, puisque c'était une personne extrêmement active dans ce domaine. Ce n'était pas, a priori, la partie faible qui ne reconnaît rien et qui doit être protégée. La Cour de justice dit la connaissance de la personne, les informations dont il dispose, importe peu. Ce qu'il faut vérifier, c'est si la personne est un opérateur économique. Et, victoire pour Schrems, la Cour de justice dit Schrems est un étudiant, certes très actif, qui mène une croisade pour la protection des données à caractère personnel, mais ça reste un étudiant, ce n'est pas un opérateur économique. Le fait qu'il utilise Facebook pour faire sa croisade de protection des données à caractère personnel ne signifie pas qu'il devient un opérateur économique ou un professionnel, même si, par ailleurs, on pouvait commander son livre. Ce n'était pas à titre professionnel qu'il vendait des livres, il restait un étudiant. Et donc, la Cour de justice décide que Schrems, en l'espèce, était bien un consommateur. Je vais revenir dans un instant sur la question de savoir si il pouvait aussi prétendre agir devant le fort de son domicile ou les autres consommateurs, les autres utilisateurs de Facebook qui avaient cédé leurs droits, parce que ça concerne la mise en œuvre concrète du règlement Bruxelles-Invis plutôt que la notion de consommateur. Avant de quitter l'arrêt Schrems, je voudrais souligner un élément important. L'arrêt Schrems a été rendu en 2018, qui est aussi l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, le GDPR, mais l'affaire n'était pas soumise au GDPR parce que le GDPR n'était pas encore entré en vigueur à ce moment-là. Or, il faut savoir que dans le GDPR, dans le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, il y a maintenant des règles de compétences particulières qui ont été introduites. Il y a 2 règles de compétences propres aux litiges en matière de données à caractère personnel, qui sont prévues à l'article 79 du GDPR. Une action peut être introduite d'abord devant le tribunal de l'établissement du responsable de traitement des données à caractère personnel, donc la personne qui traite les données à caractère personnel, devant l'établissement de cette personne qui traite les données, mais aussi devant le tribunal de l'État membre de la résidence habituelle de la personne dont les données font l'objet d'un traitement. Donc ici, sous le GDPR, Schrems aurait pu aussi agir en justice sur la base de cette règle du GDPR. Mais elle fait double emploi en quelque sorte avec la règle qui a été utilisée dans l'affaire Schrems, qui était le fort du domicile du demandeur en vertu du règlement Bruxelles-Invis. Il faut savoir que le GDPR crée 2 règles de compétences particulières, celles que j'ai indiquées, mais il renvoie pour le surplus au règlement Bruxelles-Invis. Donc même lorsque vous introduisez une action qui vise à protéger des données à caractère personnel, vous pouvez aussi l'introduire devant les tribunaux compétents sur base du règlement Bruxelles-Invis qui continue donc à s'appliquer après l'entrée en vigueur du GDPR. Donc il y a d'une part les règles de Bruxelles-Invis qui s'appliquent et le GDPR ajoute 2 compétences supplémentaires. Pour revenir à la notion de consommateur, depuis l'arrêt Schrems, la Cour de justice a encore rendu plusieurs arrêts sur cette notion. Je vais en citer 3 en particulier. Les 2 premiers mettent en évidence une interprétation particulièrement étroite
de la notion d'activité professionnelle et de la notion d'opérateur économique, et donc, à contrario, ou par conséquence plutôt, une interprétation très large de la notion de consommation privée et donc de la protection du consommateur. Ça va d'ailleurs dans le sens, la Cour de justice a tendance, pas toujours, mais souvent, à interpréter les règles de droit international privé dans un sens plus protecteur du consommateur. Ici, on en voit deux exemples avec ces deux affaires. Certains ont dit que la Cour de justice avait été trop loin, mais je vous explique les deux décisions. La première décision, c'est un arrêt Petrouchova de 2019. Et en l'espèce, de quoi s'agissait-il? C'était, ça concernait un litige impliquant un investisseur sur les marchés financiers. Mais c'était un investisseur, personne physique, qui investissait sur les marchés financiers ses propres économies. Mais ses propres économies, c'était des montants faramineux. Donc c'était un très très riche investisseur, mais à titre privé, il investissait sur les marchés financiers. Et la question qui a été tranchée par la Cour de justice, c'était une vieille question qui était controversée depuis très longtemps, et en 2019 a été tranchée. Est-ce qu'un investisseur qui investit son propre patrimoine, mais pour des montants considérables, avec généralement une expertise aussi qui est non négligeable, est-ce que c'est un consommateur encore? Pour les litiges naissants de ces investissements, litige ici entre l'investisseur et la banque ou l'institution financière qui était accusée d'avoir mal géré les économies de cette personne. La Cour de justice a dit que l'investisseur, personne physique, qui investit ses propres fonds, c'est bien un consommateur. C'est un consommateur, même si, a dit la Cour de justice, les investissements portent sur des sommes très importantes et sont fréquents. C'est des opérations réalisées sont très fréquentes, peu importe. Ce n'est pas une activité professionnelle, donc la protection du consommateur joue, dit la Cour de justice. Le deuxième arrêt concerne ce que j'avais envie d'appeler, ce que j'aurais eu envie d'appeler le joueur de poker professionnel en ligne, mais je ne peux pas dire professionnel parce que c'était toute la question, qui était de savoir si c'était un professionnel ou un consommateur. Donc en l'espèce, il était établi, et la Cour le relève dans son arrêt, que le joueur en question, c'était un joueur de poker donc, qui passait l'essentiel de son temps à jouer au poker en ligne. La Cour relève qu'il passait 7-8 heures par jour à jouer au poker en ligne, pour jouer des sommes aussi considérables. La Cour relève aussi que il utilisait les revenus de cette activité pour vivre. On aurait pu penser, bon, joueur de poker professionnel en ligne, ici il n'était pas content parce qu'il pensait avoir gagné sur un site internet une grosse somme qui ne lui avait pas été versée et il voulait assigner en justice le gestionnaire du site internet en disant « je veux mes gains ». Est-ce qu'il pouvait bénéficier de la protection du consommateur? De manière très surprenante à mon avis, la Cour de justice a dit oui. Elle a dit oui, la Cour de justice, parce que il n'est pas un opérateur économique. Il ne vend pas de biens ou de services liés au poker, dit la Cour. Il joue, peu importe qu'il joue souvent, peu importe qu'il gagne de l'argent en jouant, parce que sinon, dit la Cour, où mettre la limite? On comprend, parce que c'est voilà, quoi, à partir de combien? À partir de 100 000 euros ou 200 000 euros? La Cour dit, je ne peux pas mettre une limite. Non, donc il n'y a pas de limite, ce n'est pas un opérateur économique, donc c'est un consommateur. Alors, il y a un troisième arrêt dont je voulais vous parler, c'est un arrêt qui a été rendu il y a exactement 7 jours, le 9 mars, donc la semaine passée, par la Cour de justice. C'est un arrêt WURS automobile. WURS, c'est W-U-R-T-H, un arrêt donc du 9 mars 2013. Arrêt très intéressant parce qu'il aborde enfin, je dirais, on se pose la question depuis longtemps, et il aborde enfin la question de savoir comment concrètement prouve-t-on l'usage d'un contrat, l'usage privé ou professionnel d'un contrat. Et là, la Cour de justice décide dans cet arrêt WURS qu'il faut faire
une analyse en deux temps. D'abord, dit la Cour, il faut vérifier sur base des éléments du dossier, objectivement, dit la Cour, paragraphe 31 de l'arrêt, le juge doit se fonder prioritairement sur les éléments objectifs du dossier. Si sur base des éléments objectifs du dossier, il est possible de déterminer si c'est professionnel ou privé, eh bien, l'analyse doit s'arrêter là. Par exemple, ça pourrait résulter de la nature même de l'objet qui est commandé, qui serait de nature même privée. Hein. Mais s'il y a une hésitation, si de manière objective, sur base des éléments du dossier, l'usage du contrat n'est pas déterminable, alors on faudra vérifier, dit la Cour de justice, au niveau de la preuve, il faudra vérifier si le prétendu consommateur, comme l'appelle la Cour de justice, comment le prétendu consommateur s'est présenté vis-à-vis de son contractant. Est-ce qu'il s'est présenté comme un professionnel ou est-ce qu'il s'est présenté comme un consommateur? Et la Cour cite trois éléments liés à la présentation. Il y a le papier en tête qui est utilisé. Si vous utilisez du papier en tête professionnel pour faire une commande, eh bien, vous vous présentez a priori comme un professionnel. Si vous demandez que la livraison de biens soit faite à votre adresse professionnelle, ou bien si vous mentionnez, s'il est mentionné la récupération de la TVA. Donc, c'est important. Alors, si vous, avocat, vous commandez des biens ou des services et puis vous utilisez votre papier en tête d'avocat, même si c'est pour des besoins de consommation privée, faites attention parce que vous aurez représenté vis-à-vis du co-contractant que vous alliez a priori, vous vous êtes présenté plutôt comme agissant dans un cadre professionnel. Et la Cour dit, même si, in fine, l'utilisation du contrat est purement privée, par exemple, vous commandez un ordinateur, mais vous commandez un ordinateur, en fait, pas pour rédiger vos conclusions ou vos lettres de mise en demeure, mais pour jouer à Tetris ou pour faire des activités purement privées. Eh bien, attention, parce que si vous vous êtes présenté quand même comme un professionnel à travers des éléments tels que ceux que j'ai mentionnés, la Cour dit que vous êtes présumé avoir renoncé, vous avez renoncé à la protection. C'est peut-être logique, mais voilà, il est bien que la Cour de justice l'ait finalement précisé. Encore un dernier petit point concernant les contrats mixtes, parce que c'est pas blanc ou noir parfois l'utilisation. Hein. Je vais vous donner l'exemple de l'ordinateur, de l'avocat qui commande un ordinateur et qui va jouer à Tetris avec son ordinateur, peut-être qu'il va jouer à Tetris, mais qui va aussi rédiger ses conclusions. La Cour de justice a dit que lorsque le contrat est mixte, dès qu'il y a un lien avec l'activité professionnelle, le contrat est professionnel, pas de consommation privée, sauf si, a dit la Cour, le lien avec l'aspect professionnel est tellement faible, tellement ténu, qu'il faut considérer que la relation est quand même pour des besoins de consommation privée. Voilà pour la notion de consommateur. Je vais maintenant passer au deuxième élément de la protection du consommateur. Le deuxième élément de la condition préalable pour être un consommateur. Il faut non seulement être un consommateur, mais il faut être un consommateur, j'ai dit passif. Passif. Ce n'est pas le mot qui est utilisé par les règlements, mais c'est une idée pour comprendre de quoi il s'agit. L'idée, c'est qu'on veut protéger le consommateur qui est démarché par ce co-contractant dans l'état de son domicile ou de sa résidence habituelle. Pour vous donner une image, la personne qui est domiciliée en Belgique, mais qui prend un avion pour aller en Espagne, pour aller acheter une Ferrari, et qui revient avec sa Ferrari en Belgique, eh bien, il ne sera pas protégé. Parce qu'il n'a pas été démarché en Belgique, il a pris l'initiative d'aller en Espagne, même s'il utilise sa Ferrari uniquement pour des besoins de consommation privée. On estime qu'il n'est pas passif, qu'il n'a pas été démarché dans son propre état et qu'il ne mérite pas de protection. Donc, il ne suffit pas d'être un consommateur, il faut être un consommateur qui a été démarché dans son propre état. Alors, cette question se pose, la notion de consommateur passif et la manière de la définir fait l'objet de débats, surtout pour les contrats de consommation conclus en ligne. Il y a depuis toujours une opposition entre deux camps dans ce domaine.
Il y a le camp de la protection du consommateur qui dit que… Et ce qui est amusant, c'est que les deux camps, pro-consommateur et pro-industrie, si vous voulez, les deux camps prétendent poursuivre le même objectif. Et l'objectif, c'est le développement du commerce en ligne avec les consommateurs. Mais le camp pro-consommateur dit pour pousser au commerce en ligne avec les consommateurs, il faut protéger le consommateur. Le consommateur qui n'est pas bien protégé ne va avoir peur et ne va pas commander des biens et des services en ligne. L'autre camp pro-industrie, si vous voulez, dit non, ce qu'il faut protéger plutôt, c'est la petite entreprise, la PME, qui vend ses biens ou ses services en ligne. Si vous soumettez cette PME au risque d'être assignée à l'autre bout de l'Europe, ben les PME ne vont pas proposer leurs biens et leurs services en ligne. Donc, pour développer le commerce électronique à l'égard des consommateurs, il ne faut pas exagérer dans la protection du consommateur en ligne. Alors, le législateur européen, comme d'habitude, a plutôt penché pour la protection du consommateur, mais quand même avec une certaine limitation qui est liée à cette idée de consommateur passif. Le texte ou les textes, parce que c'est Bruxelles 1 bis et Rome 1, prévoient tous les deux que pour être protégé, il faut démontrer que le co-contractant du consommateur, l'autre partie, a soit exercé des activités, soit diriger des activités vers l'état du consommateur, vers l'état du domicile du consommateur. Et la question qui a été longuement controversée et qui a finalement été tranchée par la Cour de justice, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, surtout la notion de direction d'activité. Cette notion a été introduite dans le texte par le législateur pour viser surtout le commerce électronique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement diriger une activité vers un État? Il y avait deux thèses qui étaient défendues avant que la Cour de justice ne tranche la question. La première thèse, elle consistait à dire que dès qu'un site Internet est accessible pour un consommateur dans un État donné, un consommateur est en Belgique, il a accès à un site Internet qui offre des biens et des services. Ben, ça veut dire qu'une activité est dirigée vers l'état du consommateur puisqu'il a la possibilité de commander des biens ou des services. Il y aurait donc direction d'activité, selon cette première thèse, dès qu'il y a accessibilité du site Internet. L'accessibilité du site vaudrait direction d'activité. Première thèse. La deuxième thèse consiste à dire non, ça c'est pas vrai. Il faut plus que ça. Une direction d'activité implique plus que simplement la possibilité d'accéder à un site Internet. Et le consommateur ne devrait être protégé que lorsqu'il y a eu véritablement un élément supplémentaire dirigé vers son état et pas simplement l'accessibilité du site. La Cour, je l'ai dit, a tranché la question, il y a déjà maintenant plus de 10 ans. C'est un arrêt de 2010, qui est encore l'arrêt qui domine la matière aujourd'hui. C'est l'arrêt dit Pammer Hôtel Alpenhof. En fait, ce sont deux affaires distinctes qui ont été jointes par la Cour de justice. Rapidement, pour la petite histoire, les deux affaires sont les suivantes. Les circonstances de fait sont un peu amusantes dans les deux affaires. La première affaire, c'est l'affaire Pammer, qui concernait un litige entre un consommateur autrichien et une société allemande qui avait agi comme intermédiaire pour la vente sur Internet d'un voyage dans un navire, dans un bateau. Et là où ça devient amusant, c'est que c'était pas un navire de croisière, c'était un cargo de transport de marchandises. Il paraît que ça devient très à la mode, ça a commencé il y a quelques années, ça se poursuit. C'est qu'il y a des gens qui aiment l'idée d'aller passer 3 semaines sur un porte-container à ne rien faire, si ce n'est qu'à regarder la mer et à se faire balloter par les vagues. D'ailleurs, c'est devenu un tel business que, paraît-il, les porte-containers, maintenant, ils ont aménagé des cabines spéciales. Vous pouvez réserver ainsi, vous passez du temps dans une cabine, dans un porte-container, dans un cargo. Et ici, M. Pammer, il avait commandé, Pammer, domicilié en Autriche, avait commandé auprès de cet intermédiaire allemand son petit voyage de 3 semaines au départ de Trieste, en Italie, dans un paquebot.
et dans un navire cargo, donc. Et sur le site internet, il était indiqué qu'il aurait sa cabine privée, qu'il y avait une petite piscine, il avait sa douche particulière, il y avait des photos, tout avait l'air, ça avait l'air très très bien aménagé, etc. Bref, il est arrivé à Trieste, après avoir commandé en ligne sur internet ce séjour, plus de 8 000 €, il avait payé 8 000 € pour passer 3 semaines sur son cargo. Au moment de monter sur le cargo, il se rend compte que ce cargo était dans un état absolument horrible. Ça ne correspondait pas du tout à ce qui avait été projeté sur Internet. Il est monté, il a vu la cabine, il a vu l'endroit, il s'est dit non, 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 je ne passe pas 3 semaines. Il a refusé d'embarquer, il est rentré chez lui et il a demandé à récupérer son argent. La cité allemande a refusé. Et donc, il a assigné en justice. Et toute la question était de savoir s'il bénéficiait de la protection du consommateur qui lui permettait d'agir, dans ce cas-là, en Autriche. Ça, c'est l'affaire Pammer. Et puis, il y a l'affaire Alpenhof. Alors ici, c'est la situation inverse. C'est un consommateur allemand qui avait réservé en ligne un séjour dans un hôtel en Autriche, dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Alpenhof. Il avait réservé ça sur Internet. Il va à l'hôtel, il passe une semaine à l'hôtel. Il utilise l'hôtel, il mange à l'hôtel, mais au moment de régler sa note et de payer, il refuse en disant non, la nourriture était absolument horrible, la chambre était horrible, moi je ne paye pas, je m'en vais, je ne paye pas. Et donc là, c'est l'hôtel, le gestionnaire de l'hôtel qui a assigné le client de l'hôtel. Si la protection jouait, l'action devait être introduite en Allemagne, domicile du consommateur protégé, sinon elle pouvait être introduite sur base des règles ordinaires au lieu de fourniture des services, c'est-à-dire en Autriche. Et il avait dépensé pour 5 000 € de chambres et d'hôtels et de restauration, et donc il s'agissait de savoir quel était le tribunal compétent. La question était dans les deux cas de savoir si ce consommateur était protégé. Dans les deux cas, le consommateur avait réservé son séjour à l'hôtel ou le séjour dans le navire au départ de l'état de son domicile sur Internet. Et la Cour a dû se prononcer sur le point de savoir si ça suffisait. Et elle a dit non. Elle a dit, pour qu'il y ait activité dirigée, il faut plus qu'une simple accessibilité du site Internet. Ça, c'est très, très important. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'un site Internet soit accessible en Belgique pour qu'on considère qu'il y a direction d'activité vers la Belgique. Il faut, dit la Cour de justice, démontrer que le co-contractant, donc le commerçant, ait eu l'intention et manifesté la volonté, dit la Cour de justice, d'établir des relations commerciales avec des consommateurs de l'état du domicile du consommateur. Donc, il faut voir vraiment qu'on a dirigé une activité, qu'il y a une volonté de diriger des activités vers l'état du consommateur. Et la Cour souligne qu'il y a 3 types d'éléments, 3 types de facteurs auxquels il faut avoir égard. D'abord, il y a des facteurs que la Cour de justice appelle comme patents, évidents, manifestes. Et ça, c'est le fait que le site mentionne expressément qu'il est destiné notamment à l'État en question. Si sur un site Internet, on mentionne expressément que c'est des offres qui sont dirigées vers la Belgique, c'est nécessairement qu'il y a direction d'activité vers la Belgique. Mais un autre indice patent, dit la Cour de justice, c'est le fait que le professionnel a réservé à un référencement du site dans cet état. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est évidemment les mots-clés Google. Vous savez qu'on peut aller sur Google, réserver des mots-clés qui, lorsque les internautes vont taper certains mots, renvoyer vers votre site commercial. C'est la principale source de revenus de Google, évidemment. Eh bien, la Cour de justice dit que si une société réserve des mots-clés pour Google, et ça se fait sur une base nationale. Donc, si on a réservé des mots-clés dans google.be, ben, ça suggère une direction d'activité vers la Belgique. Ça ne suggère pas même, c'est obligatoire, c'est patent. Il y a deuxième catégorie de facteurs, des facteurs qui sont simplement pertinents, qu'il faut balancer les uns avec les autres, et la Cour dit que la nature internationale de l'activité est un indice pertinent, le fait qu'on a utilisé un nom de domaine neutre, .com,
le fait qu'on mentionne un préfixe international téléphonique, qu'on met le 00 devant, le fait qu'il y a des témoignages de clients, par exemple on met un client est venu et puis il est signé Bruxelles, Belgique. Ça, ce sont des indices, mais il faut avoir égard à l'ensemble pour déterminer s'il y a direction d'activité. Et puis la troisième catégorie, c'est les indices avec un statut particulier, c'est surtout la langue du site. Alors ça, c'est un vieux débat, c'est est-ce que le fait qu'un site Internet est rédigé dans une certaine langue indique une direction d'activité de ce site vers l'État en question. Est-ce qu'un site en français indique une direction d'activité vers la France et vers la Belgique francophone? La Cour a répondu à cette question avec une approche très astucieuse, à mon sens. Elle a dit, ce n'est pas pertinent, sauf si la langue ou l'une des langues utilisées n'est pas la langue du gestionnaire du site. En d'autres termes, le fait pour un gestionnaire d'un site Internet d'utiliser une autre langue que la langue de l'endroit où il est établi indique une direction d'activité. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, un gestionnaire d'un site grec, et puis il y a une version grecque du site, et puis il y a une version française du site. Le fait que ce gestionnaire a choisi la version française du site pour vendre ses biens ou ses services indique une direction d'activité vers la France et la Belgique. Alors, il y a un débat qui n'est toujours pas tranché, qui est quid de ce qu'on appelle le disclaimer. Le disclaimer, c'est l'indication sur un site Internet qui arrive régulièrement, n'est-ce pas? Vous avez tous rencontré ça, j'imagine, que les biens ou les services concernés sont réservés à des personnes d'un certain pays. Ou bien il est indiqué qu'ils ne sont pas destinés à certains résidents, sont réservés à tel ou tel résident. Vous avez surtout ça sur des sites américains où on vous dit que les biens ou les services ne sont pas destinés aux consommateurs européens. Quelle est la valeur d'un tel disclaimer? Il n'y a pas encore de décision de la Cour de justice. À mon sens, l'arrêt Palmer Hotel Alpenhof suggère qu'il faut avoir égard à ce type de disclaimer, parce que ça entre dans la prise en compte de la volonté ou non du commerçant d'établir des relations commerciales avec un certain État, mais sous réserve d'un abus, évidemment, parce que parfois vous auriez un site Internet où il écrit ce site est destiné uniquement aux consommateurs luxembourgeois. Et puis ensuite, il est démontré que tous les jours, il vend pour 1 million d'euros de biens ou de services à des Belges et à des Français. À mon sens, on pourrait quand même établir qu'il y a une volonté d'établir des liens avec des consommateurs en Belgique ou en France dans un tel cas. La Cour de justice a décidé dans une série d'arrêts plus récemment, depuis l'arrêt Hotel Alpenhof, que la seule condition pour la protection au titre du consommateur passif, c'était qu'il y ait cette direction d'activité sans autre condition. Elle a dit notamment que peu importe que le contrat ait été conclu sur Internet ou hors d'Internet, mais à la suite d'informations mises sur Internet, la protection n'est pas subordonnée au fait que le contrat a été conclu sur Internet. Ça, c'est l'arrêt Mouleitner, 2012. Il n'est pas exigé que le consommateur ait pris connaissance de la direction d'activité sur Internet. Dès qu'il y a direction d'activité vers la Belgique, ça suffit pour la protection joue, même si le consommateur ne savait même pas qu'il y avait cette direction d'activité. Ça, c'est plus curieux. C'est l'arrêt Lockman-Emrek de 2013. La Cour a aussi décidé qu'il n'est pas exigé que les parties au contrat soient établies dans des États membres différents, peuvent être dans le même État, et la protection peut quand même jouer. Ça, c'est l'arrêt Armin-Maletic de 2013. Enfin, plus récemment, et de manière encore plus délicate à mon sens, la Cour de justice a dit que la protection, elle va jouer même si le consommateur a transféré son domicile après la direction d'activité vers son État, vers un autre État. Et dans ce cas-là, il peut bénéficier de la protection dans cet autre État. L'arrêt en question, c'est l'arrêt Commerzbank de 2021. Et de manière assez curieuse, je dois avouer, dans cet arrêt Commerzbank de 2021,
la Cour a estimé que la protection jouait dans un cas où, en fait, c'était un contrat qui avait été conclu entre une banque et un consommateur établi dans un État membre. Il y avait direction d'activité vers cet État membre, de sorte que la protection jouait. Mais après que le contrat est conclu, le consommateur change d'État, va établir son domicile dans un autre État. Et il voulait bénéficier de la protection dans cet autre État. Et la Cour de justice a dit oui, pour autant qu'il y a eu direction d'activité vers l'État de l'ancien domicile, eh ben, la protection joue. Et pour utiliser l'expression de ceux qui critiquaient l'application de la protection, le consommateur peut emmener la protection avec lui lorsqu'il va dans un autre État. Donc, ça, c'est l'arrêt Commerzbank 2021. À mon avis, c'est difficilement justifiable. C'est contraire à ce qu'on appelle le principe de perpetuatiophorie en droit international privé. La compétence se détermine au moment de l'introduction de l'action en justice, perpetuatiophorie, pas avant, pas après. Et ici, me semble-t-il, il fallait démontrer qu'il y avait direction d'activité vers l'état du domicile au moment de l'introduction de l'action en justice, et pas antérieurement. Pour information, j'ai commenté cet arrêt Commerzbank, mais aussi d'ailleurs, en fait, tous les autres arrêts que je mentionne dans le cadre de cette petite présentation, dans le journal de droit européen, où je publie une chronique annuelle de droit international privé européen, où tous les ans, donc, je commente les arrêts rendus au cours de la dernière année. J'ai commenté récemment cet arrêt Commerzbank dans un numéro du journal de droit européen. Alors, si le consommateur est protégé au sens qu'on vient d'examiner, alors va jouer la protection, et donc maintenant on va examiner cette protection. Donc, il y a d'abord la protection sous l'angle de la compétence et puis sous l'angle de la loi applicable. Commençons par la compétence. Il y a 3 règles de base de la protection du consommateur protégé sous l'angle de la compétence. Premièrement, si le consommateur est défendeur à l'action, donc imaginez un consommateur qui est assigné en justice par son co-contractant, par exemple pour non-paiement des biens ou des services. Alors dans ce cas-là, si la protection joue, si les conditions qu'on a examinées sont remplies, alors le seul endroit où le consommateur peut être assigné en justice, c'est dans l'état de son propre domicile. Ça, c'est une grande garantie. Ça veut dire que si vous êtes consommateur protégé et que vous êtes domicilié en Belgique, on ne peut vous assigner en justice que devant les tribunaux belges, pas ailleurs. Deuxièmement, lorsque le consommateur est demandeur à l'action en justice, donc le consommateur, il introduit une action en justice contre son contractant. Alors, dans ce cas-là, le consommateur, lui, il a le choix d'introduire son action en justice soit dans l'état du domicile du défendeur, c'est-à-dire le co-contractant professionnel par hypothèse, soit devant les tribunaux de l'état de son propre domicile. Donc, le consommateur domicilié en Belgique pourra assigner en Belgique. C'est ça la protection. C'est ce qu'on appelle le forum actoris, c'est la possibilité d'agir devant les tribunaux de son propre domicile. Et je reviens à l'arrêt Schrems sur Facebook de 2018 parce que la question, en l'espèce, c'était de savoir si Schrems, domicilié en Autriche, pouvait assigner en Autriche pour lui-même, pour son propre contrat Facebook. Mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'il avait aussi acquis les droits d'autres internautes établis dans d'autres États membres. Et la Cour était interrogée sur le point de savoir s'il pouvait consolider l'action concernant ces différents utilisateurs de Facebook devant les tribunaux de son propre domicile. Et la Cour de justice a dit non. Non. Il est donc il n'y a pas de possibilité de consolidation devant le fort du domicile d'un consommateur des actions de différents consommateurs. On a dit que cet arrêt Schrems, sous cet angle-là, là c'était une victoire pour Facebook par contre, avait condamné les class actions des consommateurs, les actions collectives qui permettraient à plusieurs consommateurs de céder leurs droits à l'un d'entre eux pour agir pour tout le monde devant le domicile de l'un des consommateurs.
Non, a dit la Cour de justice. Schrems peut agir en Autriche, il pouvait agir en Autriche, parce qu'il était un consommateur protégé lui-même, comme on l'a vu, mais uniquement pour lui-même. Il pouvait agir devant son propre domicile, pas pour les demandes des consommateurs allemands, italiens, espagnols, etc., qui lui avaient cédé leurs droits. Alors, attention de nouveau au timing. Schrems, Facebook, c'est 2018. Il y a des nouveaux développements récents. Comme vous le savez peut-être, une directive a été adoptée en 2020. C'est la directive 2020/1828 sur ce qu'on appelle les actions représentatives. Et cette directive vise à développer et favoriser l'introduction d'actions collectives en matière de contrats de consommation et des entités habilitées, comme par exemple, pour penser à Test Achat en Belgique, il y a des conditions à remplir pour être une entité habilitée, peuvent introduire des actions collectives au nom d'un certain nombre de consommateurs. Ça, c'est ce que prévoit la directive. Mais, et certains commentateurs sont déçus de cet aspect de la directive n'a rien prévu en droit international privé. Silence. Enfin, pas silence. On se contente de dire que la directive prévoit qu'elle s'applique sans préjudice, je cite la directive, sans préjudice des règles de l'Union en matière de droit international privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un renvoi à Bruxelles 1 et Rome 1. Donc, ça veut dire que concrètement, cette jurisprudence Schrems Facebook, elle reste valable encore aujourd'hui. Ce sera donc difficile, à mon sens, pour que ces entités représentatives, à l'avenir, lorsque la directive aura été transposée, oui, la date limite pour la transposition, c'est le 23 juin 2023, le 23 juin 2023. Donc, il sera difficile pour des entités représentatives d'agir pour des victimes d'autres États membres. Ce qui est un peu dommage parce que le but de la directive, c'était de faciliter les actions représentatives dans un contexte transfrontière européen. Donc, la deuxième règle, c'est la règle qui permet au consommateur d'agir chez lui ou chez le défendeur. Et puis, la troisième règle, c'est la règle qui limite très strictement l'effet des clauses attributives de juridiction. La clause donc, du contrat qui désignerait un autre fort que le fort protecteur n'est pas opposable au consommateur, essentiellement. Le consommateur peut, lui, s'en prévaloir, mais elle n'est pas opposable au consommateur. Donc, même si vous signez un contrat, pour autant que vous êtes un consommateur protégé, même si vous signez un contrat et dans le contrat, il est écrit, vous concluez en ligne, un contrat, il est écrit « En cas de litige, seuls les tribunaux de Milan en Italie sont compétents ». Cette clause, même si vous avez marqué son accord sur cette condition, sur cette clause, elle ne vous est pas opposable. Elle ne vous est pas opposable. Vous pourrez quand même signer en Belgique. Vous ne violerez aucune règle. Vous pourrez agir en Belgique parce que le règlement Bruxelles 1 bis rend inopposable au consommateur la clause attributive de juridiction dans un contrat. Pour autant, attention, que vous soyez un consommateur protégé, à savoir que vous soyez un consommateur passif au sens où on l'a défini. Ça, c'est donc pour la compétence. Maintenant, quid de la loi applicable? Donc, pour la loi applicable, c'est Rome 1, n'est-ce pas? Pour ce qui est de Rome 1, il faut établir une distinction. Et le règlement romain établit une distinction entre deux hypothèses, selon que la loi ait été choisie ou non. Si, dans un contrat avec un consommateur protégé, il y a une clause qui désigne la loi applicable, par exemple, on désigne le droit grec, ou le droit américain, ou chinois, ou italien, ou espagnol, peu importe. Cette clause, elle n'est pas nulle, elle est valable même, donc il y a une liberté en principe de choisir la loi applicable, mais, et le mais c'est un grand mais, cette clause ne peut pas priver le consommateur de la protection des dispositions impératives de l'état de sa résidence habituelle. Donc, si dans un contrat entre un consommateur belge et un professionnel allemand, il y a une clause qui désigne le droit allemand, cette clause n'est pas nulle, mais elle ne peut pas priver le consommateur belge de la protection des dispositions impératives du droit belge. Alors,
il y a une question qui est controversée, qui n'a pas encore été tranchée par la Cour de justice, c'est de savoir si on peut combiner cette protection avec la protection des lois de police de l'article 9 du règlement Rome 1. Des lois de police, ce sont des lois internationalement impératives. Il y a une règle générale dans le règlement qui prévoit l'application des règles internationalement impératives, des lois de police. Et la question très concrète est de savoir si, lorsqu'un consommateur ne bénéficie pas de la protection parce qu'il n'est pas passif, par exemple, il n'y a pas eu de direction d'activité vers son État, est-ce qu'il ne peut pas quand même bénéficier de la protection de ses propres lois au titre de loi de police? Question controversée, non tranchée, mais il y a peut-être une indication dans un arrêt récent de la Cour de justice, qui est un arrêt qui s'appelle Gruber, de 2021, qui ne concernait pas les contrats de consommation, mais les contrats de travail. Et dans cet arrêt, la Cour de justice a dit que le mécanisme de protection des travailleurs, qui est très similaire à celui des consommateurs, dans son fonctionnement, était une expression de la théorie des lois de police, ce qui suggère qu'on ne pourrait pas aussi, par ailleurs, appliquer la règle générale des lois de police. Mais de nouveau, ce n'est pas définitivement tranché. Deuxième hypothèse, c'est celle où il n'y a pas de choix de la loi applicable. Alors, s'il n'y a pas de choix de la loi applicable dans le contrat avec un consommateur protégé, eh bien, dans ce cas-là, la loi applicable sera celle de la résidence habituelle du consommateur. Alors, il faut encore faire quelques petites précisions concernant le régime de Rome 1 qui ressortent du texte ou de la jurisprudence concernant le champ d'application de cette protection. D'abord, précision concernant le champ d'application qui ressort du texte même de Rome 1. L'application Rome 1 et la protection Rome 1, elle vaut sur une base universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le règlement romain s'applique même si la loi désignée est la loi d'un État tiers à l'Union européenne. La loi désignée au titre de la loi choisie ou la loi désignée qui serait celle de la résidence habituelle du consommateur. Évidemment, par hypothèse, on est devant le juge d'un État membre, parce que le juge américain ou chinois ou turc n'appliquera pas le règlement Rome 1. Mais si on est devant le juge d'un État membre, peu importe que la loi désignée par l'une ou l'autre des règles concernées soit celle d'un État membre ou d'un État tiers, application universelle. Deuxièmement, les dispositions protectives du règlement Rome 1 s'appliquent même si on est dans un domaine qui est harmonisé par le droit européen, même s'il y a des directives d'harmonisation. C'est logique parce que dès qu'on parle de directives, il y a forcément des lois de transposition. Et donc, si une directive européenne qui protège les consommateurs a été transposée, par hypothèse, la loi de transposition ne sera pas identique en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, etc. Donc, le conflit de loi n'est pas supprimé lorsqu'il y a une directive. Une directive ne supprime pas le conflit de loi, puisqu'il y a des lois de transposition qui peuvent être différentes. Et la Cour de justice a confirmé dans un arrêt Amazon.eu de 2017 que le règlement Rome 1 s'applique pour déterminer laquelle des lois de transposition doivent être applicables. Autre précision concernant la portée de la protection, il y a dans le règlement Rome 1 une exclusion particulière de la protection du consommateur qu'on ne trouve pas dans Bruxelles 1 bis. C'est pour ça que j'en parle uniquement maintenant. Ça concerne uniquement la loi applicable, ça ne concerne pas la compétence. On exclut de la protection, en tout cas à s'en tenir au texte, le cas où un consommateur conclut un contrat de fourniture de services, lorsque les services sont fournis exclusivement en dehors de l'état de la résidence habituelle du consommateur. Par exemple, vous réservez un séjour dans un camp de vacances en Espagne. Et il n'y a pas le transport, parce qu'il y a le transport, alors ce sera au départ de la Belgique, là il y aurait une partie des services en Belgique. Et donc, c'est uniquement, vous réservez une semaine de vacances en Espagne, camp de vacances là-bas, des services sont fournis uniquement en Espagne, même s'il y a direction d'activité vers la Belgique, même si vous êtes domicilié en Belgique, même si vous êtes un consommateur, parce que
les services sont fournis exclusivement en dehors de la Belgique, vous n'êtes pas protégé. C'est une exclusion de la protection. Ceci dit, la Cour de justice a rendu un arrêt en 2019, qui est l'arrêt TVP, Treux-Hand. Et dans cet arrêt en 2019, la Cour a fortement limité la portée de cette exclusion, de nouveau en vue d'étendre la protection, d'éviter de faire perdre aux consommateurs la protection. La Cour a dit que pour considérer que les services sont fournis en dehors de l'état du consommateur, il fallait avoir égard à tous les éléments de la situation, et le simple fait que des informations ont été données sur Internet aux consommateurs et que c'était accessible dans son état, eh bien, suffisait pour considérer qu'une partie des services était fournie dans son état. Donc, dès que, pour reprendre mon exemple du camp de vacances, s'il était prouvé qu'il y avait quand même direction d'activité vers la Belgique parce qu'on avait fait la publicité du camp de vacances en Belgique sur Internet avec direction d'activité vers la Belgique, eh bien, l'exclusion ne jouera pas parce que la Cour a dit, ah, dans ce cas-là, une partie des services ont été fournis en Belgique. Donc, il y a un rapprochement entre la notion de direction d'activité et la non-application de l'exclusion. Donc, l'exclusion, dès qu'il y a direction d'activité vers la Belgique, elle ne jouera plus tellement. Donc, la Cour a vraiment tiré sur la corde ici pour essayer de limiter au maximum la portée de cette exclusion. Enfin, dernière précision, la Cour, dans l'arrêt Amazon.eu, a précisé que le règlement Rome 1, et donc le régime de protection que j'explique, ne s'appliquait pas en cas d'action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs. Parce que l'action en cessation de la protection de l'organisme protecteur des consommateurs n'est pas une action en matière contractuelle, mais une action en matière extra-contractuelle. Même si, la Cour nuance à ce point de vue-là, même si le caractère abusif ou non de la clause, a dit la Cour, dépendait, lui, de Rome 1, mais pas l'action elle-même qui échappe à Rome 1. Enfin, je voudrais terminer cet exposé par quelques éléments liés à la loi applicable dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. J'ai souligné que le GDPR comportait des règles en matière de compétences qui devaient se combiner avec le règlement Bruxelles Indice. Le GDPR comporte aussi des règles sur la loi applicable qui peuvent protéger aussi le consommateur qui serait victime d'une atteinte à ses données à caractère personnel. Et le GDPR, de manière particulière par rapport au règlement Rome 1, d'ailleurs le règlement Rome 1 prévoit qu'il s'applique sans préjudice de règles plus particulières dans des instruments spécifiques, et ici dans le GDPR, il y a des règles plus particulières sur la loi applicable. Et le GDPR prévoit que le régime de protection des données à caractère personnel du droit européen va s'appliquer dans son ensemble dès qu'il y a l'un ou l'autre de deux rattachements avec l'Union européenne. Premièrement, le GDPR va s'appliquer dès qu'il y a un traitement de données par un établissement d'un responsable de traitement qui est en Europe. Donc, si le responsable de traitement est en Europe et qui traite des données, d'office, le règlement RGPD s'applique. Deuxièmement, évidemment, le premier critère ne s'applique donc pas à un établissement, une société qui gère des données à caractère, qui traite des données à caractère personnel dans un établissement hors de l'Union européenne. Mais il y a un deuxième critère, c'est que le GDPR va s'appliquer dès que, je cite, c'est l'article 3, paragraphe 2, dès qu'il y a une offre de biens ou de services à des personnes dans l'Union. Donc, si une société hors Union européenne, qui n'a pas d'établissement en Europe, offre des biens ou des services à une personne dans l'Union, ça déclenche la protection du GDPR. Et le préambule du règlement précise que ça doit être considéré comme visant toute situation où le responsable du traitement envisage simplement d'offrir des services
à des personnes établies dans un État membre. On peut y trouver ici un nouveau parallélisme avec la jurisprudence Palmer-Hôtel-Alpenoff. Dès qu'il y a un suivi de comportement d'internautes établis en Europe, par exemple les simples utilisations de cookies qui suivent des internautes établis en Europe, ça déclenche vraisemblablement l'application du GDPR. Et donc l'obligation de respecter toutes les règles du GDPR qui sont extrêmement lourdes. Alors il y a un arrêt très intéressant qui a été rendu sur la question de ce qu'on appelle le droit à l'oubli, que le GDPR applique le droit à l'effacement de données. Donc, comme vous le savez peut-être, dès avant le GDPR, la Cour de justice avait consacré ce qu'on appelle le droit à l'oubli. C'est quoi le droit à l'oubli? C'est le droit d'une personne, après un certain temps, et en fonction des circonstances, ce temps est plus ou moins important, de demander à effacer des données en ligne pour lui permettre d'évoluer et de ne pas être associé à, par exemple, une vidéo ou une photo de lui quand il était jeune, en train d'être sous des photos dégradantes de lui sous à une soirée étudiantine, par exemple. Vous pouvez exercer ce droit à l'oubli, et ça, la Cour de justice l'avait consacré avant le GDPR dans l'arrêt Google Spain en 2014. Depuis cet arrêt Google Spain, le grand débat, c'est quelle est la portée de ce droit à la correction, à l'effacement? Est-ce qu'il est limité à un État membre? Est-ce qu'il s'applique à l'Europe? Est-ce qu'il s'applique au monde? Est-ce que vous avez le droit de demander un déréférencement sur une base mondiale? La question a finalement été tranchée par un deuxième arrêt Google, de nouveau. Cette fois-ci, c'est Google contre CINL, c'est la Commission française de protection de l'information et des libertés. C'est un arrêt de 2019. Et la Cour, dans un arrêt très pédagogique, explique qu'il y a trois solutions possibles. Ou bien le droit à l'oubli, il s'exercerait sur une base nationale. Vous pourriez demander de vous déréférencer uniquement pour la Belgique, ou bien la Belgique, la France et l'Espagne, etc. Ou bien il pourrait s'exercer sur une base européenne, ou bien il pourrait s'exercer sur une base mondiale. Et la Cour de justice, dans cet arrêt, a retenu la solution intermédiaire en disant que le droit à l'oubli, il s'exerçait en principe sur une base européenne, pas sur une base nationale, qu'on avait le droit à être déréférencé dans l'ensemble de l'Union européenne, mais de manière importante, c'était là le débat principal, pas sur une base mondiale. Parce que la Cour, suivant l'analyse de son avocat général, a considéré que en l'état actuel du développement, en tout cas du droit européen, parce que le GDPR ne règle pas cette question explicitement, mais en l'état de développement du droit européen, on ne peut pas considérer que le législateur européen a voulu permettre d'imposer un déréférencement mondial, sachant que dans d'autres systèmes juridiques dans le monde, il y a une balance des valeurs qui est faite de manière différente en Europe. En Europe, on a donné la préférence, si vous voulez, à ce droit à l'oubli, à ce droit à l'effacement, par rapport à un autre droit qui est aussi important, mais qui est le droit à l'information, le droit à la communication, le droit à l'expression. Aux États-Unis, il y a de la jurisprudence, par exemple, il y a un arrêt d'une juridiction fédérale aux États-Unis qui relève le droit à l'oubli, the right to be forgotten, comme dit le tribunal, n'existe pas en droit américain. There is no right to be forgotten in the United States, a dit la Cour américaine. Et pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le principe de liberté d'expression, freedom of speech, est considéré comme plus important que le droit à l'oubli et le droit à l'effacement. Et ce que la Cour, suivant son avocat général, décide en substance, c'est que au stade actuel de développement du droit, l'Union européenne ne peut pas prétendre vouloir imposer de faire prévaloir le droit à l'oubli sur le droit, par exemple, à la liberté d'expression pour le monde entier, mais uniquement pour l'espace européen. Je releverai, pour terminer là-dessus, qu'une approche différente a été retenue par la Cour de justice dans un arrêt Eva Glawischnik contre Facebook, aussi en 2019, concernant non pas la protection des données à caractère personnel, mais
l'atteinte à l'honneur et à la vie privée et la diffamation, où là, la Cour de justice a dit qu'il n'y a pas d'harmonisation en droit européen, ni d'ailleurs au niveau de la protection contre la diffamation, ni en droit international privé. Donc, c'est au droit international privé et international de l'État membre en question de décider ça. Et si le droit national permet un déréférencement, d'ordonner un déréférencement au niveau mondial, pas de problème. Ce n'est pas une question de droit européen, c'est une question de DIP national. Donc, il y a une différence ici entre la question du déréférencement dans le domaine des données personnelles, où là, il y a donc une protection qui vaut au niveau du territoire de l'Union et dans les autres domaines non harmonisés. Il me reste deux petits sujets, j'en ai plus que pour 2-3 minutes. Je vous ai dit qu'il y avait la compétence, la loi applicable, mais aussi l'effet des jugements. Je reviens au règlement Bruxelles 1 bis. Dans le domaine de l'effet des jugements, il y a un principe de base dans le règlement Bruxelles 1 bis, c'est que les jugements en matière de litige de la consommation sont reconnus et exécutoires de plein droit, de manière directe, dans tous les territoires de l'Union. Depuis le règlement Bruxelles 1 bis, il y a une abolition de la procédure d'exéquatur, et donc désormais, les jugements en matière de consommation sont directement exécutoires dans tous les États membres. Mais il y a quand même une possibilité de s'opposer à l'exécution a posteriori, en introduisant une action en refus de reconnaissance et d'exécution, pour des motifs limités, dont la contrariété à l'ordre public ou, de manière importante, la violation des règles de compétence en matière de protection des consommateurs. Enfin, tout dernier sujet, je voudrais souligner l'existence d'un autre règlement que j'ai mentionné tout au début, qui est un règlement européen sur les petits litiges, un règlement qui date de 2007 et qui a été mis à jour en 2017. Ce règlement, il est peu connu des praticiens en Belgique, je dirais peut-être malheureusement, alors que dans d'autres États, c'est très bizarre ce règlement, comme d'autres du même site d'ailleurs, sont pratiquement pas utilisés en Belgique, ou très peu en tout cas, alors qu'ils sont d'utilisation quotidienne dans des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche. Alors c'est quoi ce règlement? C'est un règlement qui organise une procédure écrite, très efficace, contradictoire mais uniquement avec des échanges d'écrits sans audience, pour les petits litiges de la consommation, qui étaient à l'origine définis comme le litige inférieur à 2 000 €, et aujourd'hui c'est 5 000 €. Donc procédure écrite avec des formulaires, la demande est introduite par un formulaire qui est attaché au règlement, vous joignez vos pièces justificatives, le défendeur peut répondre dans un délai prévu par le règlement, et puis l'affaire est prise en délibéré, même si le juge peut inviter les parties à une audience, en principe, l'idée c'est qu'il n'y en a pas d'audience, mais le juge peut le faire s'il le souhaite. Mais c'est une possibilité auquel il faut vraiment prêter attention. Si vous êtes consulté dans le cadre d'un petit litige de la consommation qui présente un caractère transfrontière européen, c'est une procédure qui est très peu coûteuse par rapport à une procédure judiciaire ordinaire, et le jugement, de nouveau, sera immédiatement exécutoire. Le petit défaut, c'est que, le risque, c'est que si vous introduisez une action de moins de 5 000 € en invoquant ce règlement européen, si le défendeur introduit une action reconventionnelle qui fait que le montant global dépasse 5 000 €, eh bien, l'affaire cesse d'être prise, cesse d'être traitée comme un petit litige parce que le montant global dépasse 5 000 €. Donc, vous avez toujours le risque que le défendeur introduise une action reconventionnelle et que le total dépasse 5 000 €. Et alors, c'est pas grave, simplement la procédure écrite organisée par le règlement s'arrête et on retombe dans la procédure ordinaire devant la juridiction qui est saisie. Cette action, cette demande en vertu du règlement sur les petits litiges, elle doit être portée devant le tribunal compétent, évidemment. Et ici, le règlement petit litige ne prévoit pas de règle de compétence, il se borne à renvoyer à Bruxelles 1 bis. Donc, mais ça veut dire que si vous êtes un consommateur passif, au sens de Bruxelles 1 bis, ben vous pouvez agir devant votre propre juge et vous pouvez lancer devant votre propre juge la procédure du règlement en question. Donc, c'est un règlement 861/2007
pour lancer donc cette procédure simplifiée, contradictoire, mais écrite. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est la fin de cet exposé. Et donc maintenant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai très volontiers. Oh, merci, professeur, pour votre exposé qui était… on a toujours l'impression quand on écoute que c'est très simple, mais dans la pratique, c'est évidemment un tout petit peu différent. Je ne sais pas si on a des questions, je vais regarder, mais je pense pas que j'ai vu des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et moi, j'en avais une, un petit cas pratique pour nous, avocats, pas très compliqué, mais juste pour peut-être mettre en pratique ce que vous venez de nous exposer. En tant qu'avocat, nous faisons signer des conventions d'honoraires à nos clients, qu'ils soient sociétés ou particuliers, avec évidemment une clause attributive de compétences souvent liée à notre lieu où nous travaillons. Dans un cas, par exemple, la question est peut-être très conne, mais ça, à mon avis, concerne pas mal de nos confrères aussi. Vous avez un client qui est hors Belgique, avec qui vous traitez, qui est consommateur par la force des choses, puisque vous traitez avec lui en tant qu'avocat. Donc, vous me corrigerez, professeur, si ce n'est pas correct. Donc, il est consommateur, mais les services sont fournis exclusivement en Belgique. Alors, vous parliez de l'exclusion tout à l'heure. Ma question est, normalement, si je lis bien Bruxelles 1 bis, articles 17 et 18, je me retrouve avec une compétence protection du consommateur, domicile du consommateur hors Belgique. Mais est-ce que, dans ce que vous avez expliqué, alors vous allez peut-être me corriger, il n'y a pas, parce que la fourniture de services est explicitement donnée en Belgique pour les avocats, une possibilité quand même d'assigner le consommateur en Belgique, c'est-à-dire au tribunal repris dans les conventions d'honoraires. Question idiote, mais question qui peut nous concerner tous, donc surtout à l'heure actuelle. Voilà. Alors, c'est un excellent cas pratique, je dirais, qui permet de mettre en œuvre les principes et les règles que j'ai exposés. Donc le point de départ de l'analyse, c'est qu'effectivement, il faut considérer que, enfin, il faut vérifier, évidemment, ça dépend si c'est un client professionnel ou particulier, mais si par hypothèse, le contrat est conclu pour des raisons étrangères à l'activité professionnelle du client, et bien, dans ce cas-là, c'est un contrat de fourniture de services par l'avocat auprès de son client qui a une fin de consommation privée. Donc, la première condition est remplie. Maintenant, pour que la protection joue, il faut qu'il y ait eu soit un exercice, soit une direction d'activité vers l'état du domicile du consommateur. Donc, si vous avez été purement démarché, donc un client espagnol, italien, vous consulte en Belgique pour le représenter dans une procédure belge, ce qu'on va vérifier sur base de la jurisprudence Palmer Hotel Alpenhof, c'est en quelle langue est rédigé votre site Internet. Est-ce qu'on peut estimer que votre site Internet implique une direction d'activité? Est-ce que vous avez une version espagnole de votre site Internet? Est-ce que il y a des éléments qui permettent d'indiquer que vous avez essayé d'avoir des clients en Espagne? Sinon, si vous avez purement été consulté, mais sans que vous ayez jamais rien fait ni dirigé l'activité vers l'état du client, par exemple Espagne, eh bien, il ne sera pas un consommateur protégé et donc votre clause ne sera efficace. Mais par contre, s'il y a eu direction d'activité, cette clause sera inopposable à votre client. Et donc, si vous la signez en Belgique sur base de la clause, eh bien, cette clause ne sera pas effective vis-à-vis, pourra contester la compétence et les tribunaux belges ne sont pas compétents malgré la belle clause que vous aurez mise dans votre convention d'honoraires. Alors, pour compléter le cas pratique, enfin, sauf si ça, je crois que ça peut intéresser tout le monde, c'est que vous parlez de l'Espagne. Alors, nous savons que le français est pratiqué chez nos voisins français et au Luxembourg. Donc, si le cas concerne la France ou le Luxembourg, par exemple, où on parle français, est-ce qu'on peut considérer… Vous voyez, la direction d'activité me pose problème parce que votre site est en français et là, on vient commencer à je ne suis pas trop, moi, mon but, évidemment, et pour les autres avocats qui sont concernés, c'est de pouvoir assigner en Belgique, évidemment, parce que nous aussi, on aime bien être protégés par nos juges.
et qu'il n'est pas question d'aller soumettre ça à un juge français ou à un juge luxembourgeois, parce que l'Espagne n'est pas concernée dans le casus que je vous pose. Et donc, vraiment, ma question porte sur la direction des affaires quand votre site est en français et que les pays concernés parlent la même langue que vous. Alors, c'est là que toute l'astuce et l'intelligence des juges de Luxembourg se révèlent, à mon sens. Ils ont dit, comme je l'ai souligné, la langue du site n'est pas pertinente, sauf si elle est différente de celui du gestionnaire du site. Donc, si vous, avocat belge francophone, vous avez un site en français, ce n'est pas un élément qui sera pris en compte pour une direction d'activité vers la France. Par contre, si vous avez un site en espagnol, en langue espagnole, oui, parce que ça suggérera direction vers l'Espagne. Mais donc, votre co-contractant, votre client ne pourra pas dire « Ah non, mais votre site, il est en français, donc moi, je pensais que c'était dirigé vers l'Espagne. » Ça ne veut pas dire qu'on n'aboutira pas à la conséquence qu'il y a une direction d'activité vers la France, mais on ne pourra pas utiliser la langue. Il faudra voir autre chose. Il faudra voir autre chose. Évidemment, si par ailleurs, on peut établir que vous avez 10 clients par mois français, ben là, il n'y aura même pas besoin de direction, il y aura un exercice d'activité. Voilà. Donc, il faudra voir concrètement quel est le volume d'affaires vers la France. Mais donc, la clause, pour terminer, et puis on va pas perdre, je ne vais pas vous reprendre trop de temps, mais donc l'assignation en Belgique de l'avocat belge qui travaille pour ce client étranger, mais exclusivement en Belgique, la cause d'exclusion que vous aviez visée au niveau du contrat de service pourrait s'appliquer quand même, non? Dans notre cas d'espèce, ou bien j'ai mal compris? Oui, sauf qu'avec l'arrêt récent de la Cour de justice, s'il y a quand même direction d'activité vers la France, on considérera que les services ne sont pas uniquement fournis en dehors. Et attention, ça, c'est pas pour la compétence, mais la loi applicable aussi. Oui, hein. Donc ça, ce sera la question de la loi applicable. Ouais. Maintenant, imaginons que la protection doit jouer parce qu'il y a direction d'activité. Vous la signez quand même en Belgique en invoquant la clause. Qu'est-ce qui se passe si votre client ne comparait pas? Ou qu'est-ce qui se passe s'il comparait? Quelle est la situation? Alors, s'il ne comparait pas, ça vaut contestation de la compétence dans Bruxelles-Imbis. Donc, le juge devra vérifier. Mais s'il comparait, le règlement Bruxelles-Imbis a introduit une nouvelle règle qui n'existait pas avant. C'est l'obligation, il y a beaucoup de juges qui ignorent ça. Il y a une obligation dans Bruxelles-Imbis qui est faite au juge d'informer le consommateur sur le droit qui lui appartient de contester la compétence. Donc, normalement, si vous assignez votre client français en Belgique ou espagnol, le juge, à l'audience d'introduction, il devra lui dire « Attention, est-ce que vous ne voulez pas contester la compétence ?» Donc, vous risquez quand même de vous retrouver coincé. Oui, ces modifications ont été reprises aussi dans Bruxelles 2 Ter. Enfin, il y a un parallèle dans certains règlements qui se retrouvent d'ailleurs. Voilà. En tout cas, je suis ravie d'échanger, mais je voulais porter cet exemple parce que je pense que ça peut concerner des avocats et qui sont confrontés à de l'international. Et donc, c'est intéressant de se positionner par rapport à ça. Voilà, j'ai vu, attendez, on va regarder, parce qu'il y a quand même, oui, alors il y a Maître Delcourt qui nous dit, pour ce qui concerne la direction des activités, quelle est la pertinence d'un site d'un prestataire en espagnol rédigé en espagnol et en anglais? Déduit-on de la langue anglaise une direction internationale? Merci beaucoup. Vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui me pose des questions sur les sites. Oui, ça c'est aussi. Moi, bizarrement, je ne vois pas la liste des questions, mais c'est peut-être juste vous qui l'avez. Alors, vous voulez. Non, vous l'avez aussi. Professeur, vous l'avez. Question-réponse. Vous avez 6 questions là. Vous pouvez cliquer dessus si vous préférez. Oui, j'ai pas. Voilà, vous descendez. Ah oui, bah, je l'ai. Excusez-moi, je l'ai. Oui. Alors, justement, on retombe dans l'intérêt de cet arrêt Hôtel Alpenhof avec toutes les nuances qui en ressortent. Donc ici, le choix par un gestionnaire d'un site de prévoir une version anglaise de son site est un élément très important qui pourrait être invoqué. Il pourrait y avoir débat parce que tout ça est très flexible. Hein. L'idée, la direction d'activité est une notion très flexible, mais on pourrait invoquer, en tout cas, que le choix par un prestataire de service espagnol ou italien ou allemand, peu importe, d'avoir une version anglaise de son site implique une direction d'activité vers toute l'Union européenne. Parce que c'est justement un choix neutre au point de vue linguistique qui suggère que ce n'est pas la France, ce n'est pas les Pays-Bas, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne, c'est tout ça ensemble potentiellement.
potentiellement. En tout cas, c'est plaidable, à mon avis. Alors, nous avons encore la suite. Merci pour la réponse. Alors, nous avons Maître Tillement qui nous dit « Quid si le consommateur est hors Union européenne, des clients expatriés, par exemple, en Afrique, Australie, Middle East ?» Enfin, voilà. Donc, mais oui, ce sont des cas intéressants. Alors, il faut distinguer, dès qu'on parle de la situation extra-européenne, il faut distinguer la compétence de la loi applicable. Pour ce qui est de la loi applicable, dès lors qu'un juge est situé dans l'Union européenne, comme je l'ai dit, application universelle, peu importe si c'est la France, l'Italie, un pays en Afrique, en Australie, au Moyen-Orient, ça n'a aucune importance, on applique les règles de la même façon. Peu importe la nature du pays membre ou pays tiers. Par contre, dans le domaine de la compétence, c'est très important, évidemment, parce que, évidemment, le règlement Bruxelles 1 bis, il ne peut désigner comme tribunal compétent que le tribunal d'un État membre, alors que le règlement romain peut désigner la loi applicable d'un État tiers. Ici, évidemment, le règlement Bruxelles 1 bis ne peut pas attribuer une compétence à un juge en Afrique ou en Autriche, mais par contre, le consommateur établi dans l'Union européenne pourra bénéficier de la protection, même contre une personne professionnelle domiciliée dans un État tiers. Ce qui est d'ailleurs dérogatoire par rapport au principe. L'idée de base de Bruxelles 1 bis, c'est que normalement, les règles uniformes européennes s'appliquent normalement uniquement aux défendeurs domiciliés dans l'Union européenne. Eh bien, il y a une exception pour la consommation. Pour les contrats de consommateurs, la protection, elle va valoir et donc on pourra bénéficier du fort protecteur même dans une action dirigée contre un défendeur domicilié dans un État tiers. Oui, merci en tout cas pour la réponse. Et cet échange vraiment nous met vraiment dans les cas concrets. Et alors, on a encore une question d'un confrère qui nous pose la question « Quid d'avocats belges avec un site web en anglais notamment et un consommateur dans un pays non anglophone ?» Voilà. Même réponse. Pour ce qui est de la loi applicable et de la question de l'applicabilité des règles protectrices, c'est-à-dire impératives, on va vérifier si c'est un consommateur passif ou pas, et peu importe que c'est un pays tiers ou un pays membre. Et même réponse aussi pour la compétence. Si c'est, sauf que ici, évidemment, si l'avocat est belge et le consommateur est dans un État tiers, la compétence protectrice, elle désignerait le tribunal d'un État tiers, donc elle est inefficace. Mais dans ce cas-là, évidemment, la question est de savoir si on peut se prévaloir de la compétence non protectrice du fort de la fourniture de services ou du fort de la clause attributive de juridiction. Et la réponse est qu'on ne peut pas et que la protection va valoir aussi, mais dans l'Union européenne, à l'égard du consommateur d'un État tiers. Voilà. Il y a de la jurisprudence à propos des clauses attributives de juridiction dans un tel cas. Merci pour en tout cas cet échange. Je trouve que nous mettre en conditions pratiques, voilà, ça permet de voir les difficultés. Je ne pense qu'on a fait le tour, en tout cas des questions écrites. Il n'y a pas de main levée par rapport à des questions orales. Et voilà, en tout cas, on vous remercie. C'était très, très intéressant. Et je rappelle en tout cas à ceux qui sont connectés que vous pourrez revoir cette formation sur le site du barreau de Bruxelles, enfin sur la chaîne YouTube du barreau de Bruxelles qui permet une rediffusion pour ceux que ça intéresse et parfois de réécouter à vos heures creuses. C'est toujours intéressant. Merci professeur, merci confrère. Au plaisir en tout cas et je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine et à bientôt. Voilà, pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions en DIP, il y a encore une question, mais je crois que c'est un remerciement. Je vais vérifier, parfait. Si vous avez des questions en DIP, même si on a un professeur hyper intéressant là à la barre, c'est une matière qui n'est pas toujours simple, enfin qui n'est pas souvent simple, et donc on ne demande pas mieux à avoir des sujets, même vous, professeur, si vous avez envie de débattre de questions en DIP, on est les premiers à diffuser si vous avez un sujet ou un arrêt des questions. Et alors, la commission est ouverte à tous ceux qui traitent de ces questions parce que la matière est vaste. Voilà. Merci, bonne journée à tous. Au plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, confrères. Merci et merci à tous les auditeurs aussi. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Et